Or, faux décret, vice-présidence, la guerre silencieuse du palais d'Etoudi. Une photo, une seule, aurait pu clore le débat. Le 31 juillet, au palais d'Etoudi, 2 hommes marchent côte à côte, sourire aux lèvres, lors d'une cérémonie de décoration. Tout semble apaisé. Tout semble normal. Mais ce n'est pas tout. Car selon plusieurs sources rapportées par la presse, cette image de complicité cacherait, en réalité, l'une des rivalités les plus tendues qu'ait connue la présidence camerounaise ces dernières années. Une rivalité qui toucherait alors, au décret, et à un poste que tout le monde convoite, la vice-présidence de la République. Et pourtant, un détail change tout. Cette scène de réconciliation n'aurait été, selon une source interne citée par Jeune Afrique, qu'une mise en scène, orchestrée depuis Genève. Alors, que se passe-t-il vraiment derrière les murs du palais? La question reste posée, et c'est celle que nous allons tenter d'éclairer, avec toute la prudence que ce dossier impose. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Pour comprendre cette affaire, il faut d'abord poser le décor institutionnel. 2 fonctions, 2 hommes. D'un côté, Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence de la République, poste qui fait de lui l'un des rouages les plus puissants de l'appareil d'État camerounais. De l'autre, Oswald Babok, directeur adjoint du cabinet civil de Paul Biya, un homme que la presse décrivait jusqu'ici comme discret, consensuel, capable de traverser les querelles de palais sans y être mêlé. Ce qui est établi, c'est qu'en avril 2026, le président Paul Biya décide de réinstaurer le poste de vice-président de la République, une fonction qui avait disparu de l'architecture institutionnelle camerounaise depuis des décennies. Cette décision, rapportée par plusieurs médias, relance immédiatement les spéculations sur qui pourrait l'occuper. Autre fait daté et vérifiable. Depuis le 7 juin 2026, Paul Biya séjourne hors du pays, en Suisse selon plusieurs sources concordantes. Une absence prolongée qui, nous l'évoquions dans un précédent décryptage, pèse déjà sur la vie institutionnelle du pays. C'est dans ce contexte que 2 dossiers sensibles émergent au cours de l'été 2026, celui d'un trafic d'or présumé et celui de ce que la presse a appelé l'affaire des faux décrets, des documents annonçant la nomination d'un vice-président qui aurait été présenté à la télévision nationale, la CRTV, sans toutefois être diffusé à l'antenne. Un homme, Johan Sitchom, aurait été interpellé après avoir tenté de faire lire ces documents. Ces 2 dossiers font, selon les informations disponibles, l'objet d'enquêtes en cours, ordonnées par le chef de l'État lui-même. Voilà pour les faits établis. Un poste vacant très convoité, un président absent, 2 scandales en cours d'investigation. Ce qui suit relève, en revanche, d'un tout autre registre, celui des versions, des sources anonymes et des rivalités que la presse tente de reconstituer. Mini cliffhanger avant la suite. Selon Jeune Afrique, ces 2 affaires ne seraient peut-être pas seulement des scandales isolés, mais les symptômes d'un affrontement bien plus large. Partie 2. Le conflit et les tensions. Selon plusieurs sources citées par Jeune Afrique, Oswald Babok et Ferdinand Ngo se trouveraient, depuis plusieurs mois, dans une relation de défiance croissante. Le camp Ngo, si l'on suit ce récit, soupçonnerait depuis longtemps le directeur adjoint du cabinet civil de transmettre des informations confidentielles du palais à des relais extérieurs. Des accusations que l'intéressé aurait toujours rejetées, selon les mêmes sources. Mais ce n'est pas tout. La proximité d'Oswald Babok avec des personnalités influentes, notamment la première dame Chantal Biya et l'ancien international de football Samuel Eto'o, aurait, selon plusieurs analystes, contribué à élargir le fossé entre les 2 hommes. Un élément aurait, selon Jeune Afrique, agi comme un catalyseur. La relation entre Samuel Eto'o, réputé proche de Babok, et Narcisse Mouel Kombi, ministre des Sports et proche de Ngo, se serait dégradée ces derniers mois. Une tension sportive et politique qui aurait, par ricochet, rejailli sur le duel Babok-Ngo. Sur le terrain des faits rapportés, plusieurs éléments seraient venus, selon les mêmes sources, illustrer cette dégradation. Oswald Babok aurait été écarté de l'organisation de la cérémonie de vœux au président, en ce début d'année 2026, alors que cette mission lui revenait habituellement. Une campagne aurait également été menée, toujours selon ces informations non confirmées de manière indépendante, pour éloigner Babok de la confiance de Chantal Biya. Confiance qui lui aurait, semble-t-il, été restituée par la suite. Puis vient l'élément qui, selon un proche de Babok cité par Jeune Afrique, aurait mis le feu aux poudres. La perspective que Chantal Biya pousse la candidature d'Oswald Babok pour le poste de vice-président. Poste que Ferdinand Ngo, qui aurait lui-même plaidé pour sa réinstauration, convoiterait également. Une source proche du dossier va jusqu'à affirmer que ce choix supposé de la première dame serait à l'origine de l'embrasement. Voilà pour les positions en présence. Mais attention, à ce stade, rien ne permet d'établir avec certitude qui, de ces 2 hommes, porterait une responsabilité réelle dans les 2 scandales évoqués. Ce sont 2 récits qui s'opposent, 2 versions qui s'accusent mutuellement, pas un verdict. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Quand l'or rencontre les décrets.
Entrons maintenant dans le cœur du dossier. Ici, on ne parle plus simplement d'un décret qui aurait circulé sans être officiellement diffusé, ni seulement d'une affaire d'or dont les chiffres donnent déjà le vertige. On entre dans une zone beaucoup plus politique, celle où les intérêts, les réseaux, les soupçons et la communication de crise commencent à se mélanger. Selon les éléments rapportés par Jeune Afrique, des renseignements attribués à des services réputés proches de Ferdinand Ngo feraient apparaître le nom d'Oswald Babok sur le fameux décret qui n'aurait pas été diffusé par la CRTV. Si cette information était confirmée indépendamment, elle pourrait évidemment prendre une importance considérable dans la lecture de toute cette affaire. Mais attention, une information provenant d'un camp engagé dans une bataille politique reste une information à vérifier. Parce qu'au Cameroun, quand deux camps politiques se regardent en chien de faïence, même le papier posé sur une table peut devenir une arme. Un décret devient un message. Une nomination devient un signal. Une absence de diffusion devient une énigme. Et parfois, un simple silence à la télévision nationale suffit pour que les réseaux sociaux fabriquent 15 versions différentes avant même que le café du matin soit terminé. Quand un décret devient plus mystérieux que le décret lui-même. Le problème central est justement là. Qu'est-il réellement arrivé à ce document? S'il existe, pourquoi n'a-t-il pas été officiellement diffusé comme les autres actes présidentiels? Qui devait en bénéficier? Pourquoi sa circulation aurait-elle provoqué autant de tensions? Et surtout, qui avait intérêt à ce qu'il soit connu, ou au contraire à ce qu'il reste dans l'ombre? À ce stade, plusieurs questions demeurent ouvertes. Et c'est là que la politique camerounaise nous rappelle une vieille recette. Quand l'information officielle est rare, la rumeur devient ministre de la communication. Mais il faut distinguer les choses. Le fait qu'un document soit contesté ou non diffusé ne permet pas, à lui seul, de conclure à une manipulation. De même, le fait qu'un nom circule dans une enquête journalistique ne suffit pas à établir une responsabilité. C'est précisément pour cela que cette affaire mérite d'être regardée avec sang-froid. Parce qu'entre on dit, selon une source et c'est établi, il existe tout un océan. Et dans cet océan, beaucoup de crocodiles politiques savent très bien nager. Johan Sitchom, le lien qui alimente les soupçons. Un autre élément rapporté dans cette affaire concerne Johan Sitchom, présenté comme l'homme qui aurait été interpellé après avoir tenté de faire lire à la télévision nationale des documents contestés. Selon les informations rapportées par Jeune Afrique, Johan Sitchom aurait fréquenté, avec sa mère, une église dirigée par Oswald Babok, qui est également pasteur. Pour certains, cette proximité pourrait poser question. Pour d'autres, elle ne prouverait absolument rien. Et c'est là que commence le véritable exercice de décryptage. Parce que fréquenter une même église ne signifie pas automatiquement participer à une opération politique. De la même manière, connaître quelqu'un ne signifie pas nécessairement être associé à ses actes. Sinon, au Cameroun, il faudrait commencer à faire passer des interrogatoires à tous ceux qui ont déjà partagé un taxi, assisté au même mariage ou mangé le même poisson braisé. Le lien mérite donc d'être mentionné, mais il ne peut pas être transformé en preuve sans éléments supplémentaires. D'autant plus que, toujours selon les éléments rapportés, Oswald Babok aurait dénoncé ce qu'il considère comme un complot politique destiné à l'incriminer. Nous avons donc deux récits qui se font face. D'un côté, certains éléments sont présentés comme pouvant établir une proximité. De l'autre, le principal intéressé conteste la lecture qui en est faite. Et entre les deux, le public attend surtout une chose, des preuves vérifiables. Et puis arrive l'affaire de l'or. Mais voici que le dossier devient encore plus spectaculaire. Car pendant que l'affaire du décret agite les couloirs du pouvoir, une autre affaire, celle de l'or, vient s'ajouter au tableau. Et là, les chiffres rapportés dans les investigations donnent matière à réflexion. D'un côté, des données officielles feraient état d'environ 22 kg d'or déclarés à l'exportation en 2023. De l'autre, des éléments évoqués autour de l'or présenté à Dubaï comme provenant du Cameroun auraient fait apparaître un volume pouvant atteindre plusieurs tonnes. Si ces données étaient confirmées et comparables sur le même périmètre, l'écart serait évidemment considérable. Mais attention encore une fois, un écart statistique ou documentaire n'identifie pas automatiquement un responsable. C'est justement ici qu'il faut éviter le piège du raccourci. Parce que lorsqu'on voit un chiffre énorme, le réflexe est souvent immédiat. Ah, voilà le coupable. Non. En journalisme sérieux, le chiffre pose une question. Il ne fournit pas nécessairement la réponse. Il faut savoir d'où vient l'or, par quel circuit il serait passé, quels documents l'accompagnaient, qui aurait autorisé les opérations, quels intermédiaires auraient été impliqués et surtout quelles conclusions les autorités compétentes pourront établir. Deux affaires, deux camps, et une seule marmite. Ce qui intrigue donc, ce n'est pas seulement chaque affaire prise séparément. C'est leur convergence politique. D'un côté, l'or. De l'autre, les décrets. Et au milieu,
deux noms qui apparaissent dans les récits des différents camps, Oswald Babok et Ferdinand Ngo. Voilà pourquoi l'affaire prend une dimension particulière. Première hypothèse, la coïncidence politique. Il pourrait simplement s'agir de deux dossiers distincts qui auraient explosé au même moment. Deux affaires sans lien direct, mais que les différents camps auraient ensuite décidé d'utiliser dans leur bataille politique. Parce qu'en politique, une coïncidence tombe rarement dans l'oubli. Elle est immédiatement récupérée, emballée, parfumée et servie avec un communiqué. Deuxième hypothèse, celle défendue, selon Jeune Afrique, par certains soutiens d'Oswald Babok. Il soupçonnerait l'existence d'une campagne visant à fragiliser le directeur adjoint du cabinet civil, avec notamment l'utilisation de relais médiatiques et de personnes présentées comme des lanceurs d'alerte. Si une telle opération existait réellement, elle serait évidemment politiquement importante. Mais pour le moment, aucun élément public indépendant ne permet de l'établir comme un fait. Troisième hypothèse, la riposte du camp Babok. Selon cette lecture, les responsabilités liées au trafic présumé d'or devraient plutôt être recherchées dans les réseaux contrôlant certains points de sortie du territoire, notamment les ports et les aéroports. Cette version pourrait mettre indirectement en cause certains réseaux sécuritaires ou économiques supposés proches du secrétariat général de la présidence. Mais encore une fois, une accusation politique n'est pas une condamnation judiciaire. Et c'est précisément là que notre fameux « même » camerounais entre en scène. Parce qu'au moment où chacun accuse l'autre d'avoir la main dans le sac, tout le monde semble surtout demander qu'on regarde le sac du voisin. Le problème de l'indépendance des enquêtes. Autre question fondamentale. Qui enquête ? C'est peut-être la question la plus importante de toute cette séquence. Si les institutions chargées de faire la lumière sur ces dossiers sont perçues comme proches de l'un ou l'autre camp, alors même une enquête sérieuse pourrait avoir du mal à convaincre une opinion publique déjà méfiante. Et là, le problème devient presque philosophique. Si l'enquête conclut contre Babok, certains diront « voilà, c'était politique ». Si elle conclut contre des réseaux proches de Ngo, d'autres diront « voilà, c'était une vengeance ». Et si elle ne conclut rien, alors les réseaux sociaux vont probablement conclure à leur place avant le petit déjeuner. Voilà pourquoi une véritable clarification devrait idéalement reposer sur des éléments vérifiables, contradictoires et indépendants, documents authentifiés, procédures transparentes, résultats d'enquête accessibles et surtout, possibilité pour les personnes mises en cause de répondre. Parce qu'une république ne peut pas fonctionner uniquement avec des « selon nos sources ». Les sources sont utiles. Les enquêtes sont nécessaires. Mais au bout du compte, il faut des faits démontrables. Et Genève dans tout ça? Puis arrive le dernier élément, particulièrement mystérieux. Selon une source interne au palais citée dans le récit de cette affaire, un ordre serait venu de Genève à la fin du mois de juillet afin de mettre un couvercle sur cette séquence devenue particulièrement sensible. Information spectaculaire? Oui. Information définitivement établie? Pas à ce stade. Et c'est justement cette nuance qui compte. Parce que si un tel ordre existait réellement, il soulèverait une question immense. Qui aurait intérêt à calmer le jeu, et pourquoi précisément à ce moment-là? Mais là encore, il faut éviter de transformer une information attribuée à une source en vérité officielle. Car au Cameroun, le couvercle politique est une institution presque aussi ancienne que la marmite. On met le couvercle. On baisse le feu. On demande à tout le monde de rester calme. Et parfois, pendant quelques jours, tout le monde fait semblant de ne plus rien voir. Sauf que la marmite, elle, continue de chauffer. Et lorsqu'une affaire touche alors aux nominations, au réseau de pouvoir et à la succession politique, il suffit parfois d'une nouvelle fuite pour que tout recommence. Alors, simple coïncidence? Guerre de clans? Opération de déstabilisation? Ou affrontement plus profond autour des réseaux du pouvoir? Pour l'instant, aucune de ces hypothèses ne peut être présentée comme définitivement établie. Mais une chose est certaine, dans cette bataille, le véritable enjeu n'est peut-être pas seulement de savoir qui a raison. Il est aussi de savoir qui contrôle le récit. Et au Cameroun, celui qui contrôle le récit contrôle souvent une bonne partie de la fumée qui sort de la marmite. Mais justement, si quelqu'un a tenté de mettre le couvercle à Genève, une question demeure. Pourquoi fallait-il absolument faire baisser le feu maintenant? C'est là que commence la suite de notre décryptage. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Quand le pouvoir sort les photos, les communiqués, et le fameux circuler, il n'y a rien à voir. Il y a, dans les palais présidentiels du monde entier, un rituel presque aussi ancien que le pouvoir lui-même, la photo de réconciliation. Deux hommes que tout le monde présente comme rivaux se retrouvent soudain côte à côte. Poignée de main. Petit sourire. Regard vers les caméras. Quelques secondes bien calculées. Et voilà le message officiel. Tout va bien. Il n'y a aucun problème. Continuez votre journée.
Au Cameroun, cette mécanique prend parfois une saveur particulière. Parce que lorsque deux personnalités sont supposées être en froid et qu'on commence brusquement à nous montrer qu'elles sont très heureuses ensemble, le citoyen moyen peut légitimement se demander « Pourquoi fallait-il nous montrer qu'il n'y avait rien à voir ?» C'est un peu comme quelqu'un qui entre dans la maison en courant et qui dit « Je ne suis pas venu vérifier si le poisson a disparu. » Monsieur, personne ne vous avait encore parlé du poisson. Et c'est justement là que commence toute la subtilité de la communication politique. La photo qui parle plus que le communiqué. Une photo officielle ne prouve évidemment pas l'existence d'une brouille. Deux responsables peuvent parfaitement se rencontrer, discuter normalement et repartir chacun de son côté. Mais dans une période de forte tension politique, l'image devient un langage à part entière. Un sourire peut devenir un message. Une poignée de main peut devenir une réponse. Une apparition commune peut être interprétée comme un démenti. Et parfois, le simple fait de vouloir démontrer que tout va bien attire encore davantage l'attention sur ce qui pourrait ne pas aller. C'est le fameux paradoxe du démenti. Plus on insiste pour expliquer qu'il n'y a pas de fumée, plus le public commence à chercher le feu. Et dans notre cher Cameroun, où la population a développé un doctorat honoris causa en lecture entre les lignes, une photo ne reste jamais simplement une photo. On regarde qui est placé à gauche, qui est à droite, qui regarde qui sourit, qui ne sourit pas, qui serre la main, qui pose la main sur l'épaule de l'autre. Et bientôt, quelqu'un sur Facebook va expliquer que le sourire de monsieur signifie qu'il est heureux, tandis que celui de son voisin signifie qu'il est obligé de sourire. Voilà comment une simple photographie peut devenir une thèse de doctorat politique en 24 heures. La grande spécialité, accuser sans vraiment accuser. Mais il existe une autre pratique beaucoup plus subtile, le langage du soupçon. On ne dit pas directement « un tel a fait ceci ». On dit « des réseaux qui seraient proches d'eux ». On ne dit pas « cette personne a organisé cela ». On dit « son entourage serait impliqué ». On ne dit pas « le document est faux ». On dit « le document serait contesté ». Et surtout, on utilise ce petit mot magique qui protège presque toutes les phrases. Selon. Selon une source. Selon un rapport. Selon des proches. Selon des personnes familières du dossier. Selon un camp. Et voilà comment une information peut être lancée dans l'espace public tout en gardant une petite ceinture de sécurité juridique. Attention, le conditionnel est indispensable lorsqu'on parle d'accusations non établies. Mais lorsqu'il devient omniprésent, il produit aussi un étrange spectacle. Tout le monde semble savoir quelque chose, mais personne ne peut officiellement rien confirmer. C'est la politique version brouillard. On voit les silhouettes. On entend les pas. On devine les mouvements. Mais lorsqu'on demande « qui est là ?», réponse, selon certaines informations. La guerre des rapports, quand chacun possède ses renseignements. Et puis arrive le morceau le plus savoureux, les rapports de renseignement. Dans cette affaire, différents récits attribuent à différents services des informations qui semblent parfois favoriser l'un ou l'autre camp. Et là, franchement, le citoyen est placé devant une situation assez particulière. Un service de renseignement est normalement censé rechercher des informations. Mais dans les récits politiques, on finit parfois par avoir l'impression que certains renseignements arrivent déjà avec leur bulletin de vote. C'est presque. Voici notre rapport. Et accessoirement, voici pour qui nous pensons qu'il faudrait voter. Évidemment, il faut rester prudent. Le fait qu'un service soit présenté comme proche d'un responsable ne signifie pas automatiquement que toutes les informations qu'il produit sont fausses. Mais cela signifie qu'il faut les examiner avec davantage de précaution. Parce qu'un rapport confidentiel n'est pas une décision de justice. Une fuite dans la presse n'est pas une condamnation. Et une information attribuée à une source de renseignement ne dispense jamais de chercher des éléments indépendants permettant de la vérifier. La guerre des couloirs. Et c'est ici qu'on touche au véritable cœur de cette affaire. Dans les systèmes politiques où le pouvoir est très concentré, les grandes batailles ne se déroulent pas toujours devant les caméras. Elles peuvent se dérouler dans les couloirs, dans les bureaux, dans les réunions à huis clos, dans les réseaux administratifs, et parfois dans les téléphones. Un document sort. Un autre document disparaît. Une information fuit. Un proche répond. Un communiqué arrive. Un démenti suit. Et pendant ce temps, le citoyen regarde tout cela en se demandant. Mais finalement, qui travaille dans ce pays et qui travaille à la guerre des communiqués? Parce que lorsque la bataille politique devient une bataille de narratif, celui qui maîtrise l'information peut prendre une longueur d'avance. Et c'est là que la presse, les réseaux sociaux et les lanceurs d'alerte deviennent des terrains de bataille. Chaque camp cherche à imposer sa version. Chaque camp veut raconter l'histoire avant que l'autre ne la raconte. Et celui qui parle le premier peut parfois donner l'impression d'avoir déjà gagné.
Le paradoxe camerounais. Tout le monde dément, mais personne n'explique. Voilà peut-être l'une des grandes difficultés de ce type d'affaires. On peut avoir plusieurs démentis sans obtenir davantage de clarté. Un camp dément. L'autre camp dément. Une source affirme. Une autre source contredit. Une enquête annonce. Une communication répond. Et finalement, le public se retrouve avec plus de déclarations, mais pas forcément plus de vérité. C'est un peu comme demander « Qui a cassé le verre ?» et recevoir 5 réponses. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas lui. Le verre était déjà cassé. Il s'agit d'une manipulation. Une enquête est en cours. Et finalement, personne ne ramasse les morceaux. Et puis, Genève. Mais il y a encore un élément qui donne à cette histoire une dimension presque théâtrale. L'idée qu'une consigne serait venue de Genève pour calmer les tensions. Si cette information était confirmée, elle poserait une question politique majeure. Pourquoi une querelle supposée entre responsables camerounais devrait-elle être arbitrée depuis l'étranger? Encore une fois, il faut rappeler que cette information repose sur une source rapportée et qu'elle doit être vérifiée. Mais imaginons un instant qu'elle soit exacte. Cela donnerait une image assez étonnante du fonctionnement du pouvoir. Les protagonistes se disputeraient à Yaoundé, les réseaux s'agiteraient à Douala, les rumeurs circuleraient partout au Cameroun, et quelque part à Genève, quelqu'un dirait « Bon, maintenant, on ferme le dossier. » Et tout le monde ferme le dossier. Voilà une situation qui ferait sourire si les enjeux n'étaient pas aussi sérieux. Parce qu'au fond, cette histoire pose une question beaucoup plus profonde. Où se trouve réellement le centre de décision lorsqu'un système politique est extrêmement centralisé? Est-ce dans les institutions? Dans les bureaux officiels? Dans les réseaux informels? Ou autour d'une personne dont la parole peut suffire à faire baisser la température? C'est cette question qui dépasse largement les 2 hommes cités dans cette affaire. Conclusion. La vérité est-elle encore dans la salle? Alors, résumons cette histoire sans transformer les hypothèses en certitudes. Nous avons un poste de vice-président qui aurait été réintroduit dans l'architecture institutionnelle, mais dont le titulaire reste à déterminer. Nous avons 2 personnalités présentées, dans différents récits, comme pouvant être au cœur d'une bataille d'influence. Nous avons une affaire liée à un trafic d'or présumé, avec des chiffres et des circuits qui soulèvent des interrogations. Nous avons également une affaire de décret contesté, dont l'origine, le contenu et les responsabilités supposées restent encore entourés de zones d'ombre. Et surtout, nous avons 2 camps qui semblent raconter 2 histoires différentes. Pour l'un, certaines révélations pourraient être les éléments d'une offensive politique. Pour l'autre, elles pourraient révéler des réseaux qu'il faudrait véritablement examiner. Mais entre les deux, une chose manque encore, une démonstration indépendante et incontestable permettant de transformer les accusations en faits établis. Et c'est précisément là que nous devons garder la tête froide. Parce que dans une affaire aussi sensible, il serait facile de choisir son camp, de prendre une accusation pour une preuve et de transformer une hypothèse en verdict. Mais ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est de poser les questions, de comparer les versions, de regarder les contradictions, et surtout, de rappeler que l'accusation n'est pas la condamnation. Alors, qui dit vrai? C'est peut-être la question la plus simple, et probablement la plus difficile. Qui a réellement intérêt à faire sortir ces informations? Qui a intérêt à les étouffer? Qui bénéficie politiquement de telles révélations? Qui bénéficie de tels démentis? Et surtout, les enquêtes en cours permettront-elles un jour de distinguer clairement la réalité de la guerre de communication? Parce que si chaque camp possède ses sources, ses rapports, ses relais et ses propres vérités, le citoyen risque de devenir spectateur d'un match dont il ne connaît même pas les règles. Et pendant que les puissants se disputent les couloirs du pouvoir, le Camerounais ordinaire, lui, regarde. Il écoute. Il compare. Il doute. Et parfois, il finit simplement par dire. Donc, finalement, qui a envoyé le décret? Silence. Selon une source. Ah. Nous voilà encore revenus au même endroit. C'est peut-être cela, finalement, le véritable problème. Dans une démocratie, le citoyen ne devrait pas avoir besoin de décoder chaque silence du pouvoir comme s'il s'agissait d'un message secret. La transparence ne signifie pas que tout doit être publié immédiatement. Elle signifie que, lorsque des accusations graves circulent, les institutions doivent être capables de fournir des réponses suffisamment solides pour que la rumeur ne devienne pas la principale source d'information. Car sinon, demain, une photo de poignée de main deviendra un traité de paix. Un décret non publié deviendra un complot. Un rapport confidentiel deviendra une preuve. Et une rumeur WhatsApp deviendra presque un décret présidentiel. C'est justement pour éviter cette confusion que ce dossier mérite d'être suivi avec attention, mais surtout avec prudence. Alors, dites-nous ce que vous en pensez.
Sommes-nous face à une véritable bataille de pouvoir au sommet, à une guerre de communication entre deux camps, ou à un mélange des deux? Et surtout, le citoyen camerounais pourra-t-il un jour connaître toute la vérité sur cette affaire? Dites-nous votre analyse en commentaire. Ici, sur Camenews, nous continuerons à suivre les faits, les documents, les déclarations et les éventuelles nouvelles révélations, sans transformer les rumeurs en certitudes. Abonnez-vous à Camenews, activez la cloche et restez avec nous. Parce qu'au Cameroun, quand la marmite commence à bouillir au sommet, le couvercle peut cacher la vapeur. Mais il ne fait pas disparaître le feu.